l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Au Burkina Faso, après 2 jours de troubles, l'armée a officialisé ce samedi la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida pour assurer la transition politique. Le printemps burkinabé n'aura donc pas duré longtemps, mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille et appelle à un grand meeting ce dimanche à Ouagadougou. Au Nigeria, immense déception des familles des lycéens enlevés par Boko Haram. La secte islamiste affirme les avoir convertis à l'islam puis mariés de force. Culture et développement, tel est le thème du forum sur la consultation nationale ouverte ce samedi à Bamako. Il s'agit d'intégrer le volet culture dans le développement durable du Mali. Voilà pour le sommaire. Au lendemain de sa démission, Blaise Compaoré est réfugié en Côte d'Ivoire. Une information confirmée par la présidence ivoirienne, mais sur place à Ouagadougou, c'est peut-être la fin de la confusion qui règne depuis hier dans le pays. C'est samedi 1er novembre, c'est bien le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida qui a été adoubé par le chef d'état-major de l'armée pour prendre la tête de la transition. Il est désormais le nouvel homme fort du Faso. L'armée burkinabé est tombée d'accord. Le lieutenant-colonel Isaac Zida, béret rouge, a été adoubé par ses pairs, par tous ses pairs. Aujourd'hui, 1er novembre 2014, 54e anniversaire des forces armées nationales, la haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Exit donc le général Traoré, qui avait été le premier vendredi à dégainer son communiqué face caméra. Le chef d'état-major des armées n'avait clairement pas les faveurs de la rue. Il apparaissait comme trop proche du président sortant Compaoré. Le général Traoré a finalement accepté de laisser la place à plus jeunes et plus populaires que lui. Le colonel Zida devait rencontrer les représentants de la société civile et des partis politiques ce samedi après-midi. L'enjeu est d'organiser cette transition et de rendre dès que possible le pouvoir aux civils. Dans tout changement comme celui-là, l'armée est un paramètre incontournable. C'est quand même l'instrument qui assure l'intégrité du pays. Mais nous, en tant qu'opposition, nous n'avons pas à nous mêler des discussions au sein de l'armée républicaine. Nous disons simplement que dans la situation actuelle, le peuple a une victoire d'étape et le peuple veut rester maître de sa victoire. Des dizaines de jeunes avaient de nouveau investi le centre-ville de Ouagadougou ce samedi matin pour le nettoyer après les manifestations et les débordements de ces derniers jours. Nous avons décidé ce matin de sortir massivement pour rendre la ville encore plus propre. Voilà. Je vous assure que d'ici lundi, si un étranger vient à Ouagadougou, il ne va même pas pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Il verra que la ville a repris la forme normale. Voilà. C'est ça un révolutionnaire. Le calme est également revenu à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays au sud. Réunis donc ce samedi après-midi, l'opposition et la société civile burkinabé veulent, elles, une transition démocratique et civile. Elle appelle la population à une manifestation ce dimanche. Autre titre de ce journal au Nigeria, c'est une immense déception pour les familles de 219 lycéennes enlevées par la secte islamiste Boko Haram qui nie en même temps avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. Dans une nouvelle vidéo, son chef Aboubakar Sekaou affirme que les jeunes lycéennes ont été converties à l'islam puis mariées de force. C'est la dernière vidéo de propagande envoyée par Boko Haram. Un document de 12 minutes où le chef du groupe islamiste, en tenue militaire, scande son discours texte à la main. C'est avec ce rire qu'Aboubakar Shekau annonce que les jeunes filles enlevées par la secte en avril dernier ont toutes été mariées et converties à l'islam. Ces 200 lycéennes seraient donc aujourd'hui livrées aux combattants de la secte. Ce qui est important, c'est vis-à-vis des combattants, pour recruter, d'offrir en quelque sorte les lycéennes à ses propres combattants qui très souvent n'ont pas la dot suffisante pour pouvoir les épouser.
Il y a 15 jours, le gouvernement nigérian avait annoncé leur libération et un cessez-le-feu avec le groupe islamiste. Aujourd'hui, Boko Haram affirme que c'est un mensonge. Ils n'auraient négocié avec personne, selon eux. La secte annonce également détenir un otage allemand, un homme enlevé le 16 juillet dans le nord-est du pays. Jusqu'alors, l'enlèvement n'avait pas été revendiqué. Depuis 5 ans, l'insurrection islamiste a entraîné la mort de 10 000 personnes. Journée des souvenirs, mais des souvenirs douloureux en Algérie. Vous vous en souvenez sûrement. Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale FLN, constitué quelques jours avant, donne cette nuit-là le signal de l'insurrection. L'Algérie s'est soulevée donc contre la puissance coloniale qu'est la France. C'est samedi, 60 ans plus tard, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fait une rare apparition publique pour se recueillir sur les tombes des martyrs de la guerre d'indépendance, où il a déposé une gerbe de fleurs, comme vous le voyez sur ces images. La représentation de l'UEMOA au Mali a organisé hier vendredi un dîner gala pour célébrer les 20 ans de l'institution. Une occasion saisie pour faire le bilan des activités et envisager l'avenir de l'Union. Daouda Kamate Sekoudumbia. Considérée comme l'une des organisations économiques les plus dynamiques de l'Afrique subsaharienne, l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 20 ans a impacté significativement sur le développement des pays membres. Au cours de ce dîner gala, l'on a pu constater à travers la projection des films certaines réalisations des plus tangibles, de l'accès à l'énergie et à l'eau potable en passant par les infrastructures routières à la promotion de l'enseignement supérieur, à la sécurité alimentaire et au développement industriel. L'UEMOA a permis à de nombreuses populations de sortir de leur situation de précarité. Étant un pays majeur de l'espace, les interventions de l'Union au Mali sont venues comme des appoints pour lutter contre la pauvreté. Il est opportun pour la Commission de l'UEMOA de célébrer cet âge de la maturité pour faire le bilan des acquis de l'intégration sous-régionale, réfléchir sur les succès, les échecs, les obstacles et les opportunités, et faire une projection sur l'avenir afin de relever les défis nouveaux auxquels les pays et la sous-région sont confrontés. Par des programmes et projets pour répondre au quotidien des populations et rendre visible le processus d'intégration, l'UEMOA s'est engagé dans une trentaine d'opérations pour un montant global de plus de 65 milliards de francs CFA au Mali. L'une des missions de l'organisation aussi est d'apporter un soutien au pays pour améliorer la bonne gouvernance et garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. On atteint l'âge de la maturité. Ça veut dire aussi qu'on n'a plus droit aux erreurs. Parce que quand même, 20 ans, c'est beaucoup, comme vous le dites, deux décennies, c'est pas rien. Je crois que la première décennie a été utilisée à bâtir un peu la zone d'échange, un peu le libre-échange à travers le tarif extérieur commun et puis la promotion de nos productions locales à travers des tarifs préférentiels que nous faisons. Donc la deuxième décennie, je crois, ils l'ont dit tout à l'heure, a été mise sous le signe du développement intégré de la zone. À ce dîner gala, un hommage a été rendu aux personnalités maliennes, en l'occurrence Soumaïla Cissé et Younouss Touré, qui ont travaillé de manière efficace à l'émergence d'une UEMOA forte et incontournable. En joignant l'utile à l'agréable, l'ensemble instrumental du Mali, par sa belle mélodie mandingue, a loué le Mali des grandes épopées, des grandes histoires dans sa diversité ethnique et des grands hommes. Comme pour dire, seule la paix et l'unité peuvent permettre le développement d'un pays. Le forum sur la consultation nationale portant sur le thème culture et développement s'est ouvert ce samedi à Bamako. Il s'agit à travers cette rencontre non seulement de clôturer la première série de consultations thématiques, mais aussi de rassembler et analyser les visions relatives à l'intégration du volet culture dans le processus du développement durable du Mali. On fait le point avec Aminata Mariko et Moussa Bari. Ces forums s'inscrivent dans le cadre de l'adhésion du Mali à la réflexion à grande échelle sur la priorité de l'agenda de développement qui, à l'horizon 2015, doit succéder aux objectifs du millénaire pour le développement OMD adoptés par la communauté internationale en 2000. Le Mali fait partie des 5 pays choisis pour l'activation de cette consultation afin de recueillir et d'analyser des visions, idées et orientations concernant le lien entre la culture et le développement durable, ainsi que de formuler des recommandations à cet égard pour l'agenda de développement durable post-2015. Si le Mali a été choisi, c'est aussi parce que c'est le seul pays auquel le Conseil de sécurité a reconnu le rôle de la culture
comme élément de réponse aux causes profondes du conflit que le pays a connu. Les participants à ce forum ont donc l'opportunité d'approfondir la contribution entamée depuis août dernier. Au Mali, nonobstant la part considérable de la culture dans le budget, les derniers chiffres du secteur montrent l'incident de la crise sur l'économie. L'apport de la culture au produit intérieur brut du Mali était de 2,38% en 2007 et le secteur employait 5,8% de la population active qui était globalement estimée à 2,5 millions. Le Mali a donc des arguments et des ressources pour faire de sa culture une véritable locomotive pour son développement économique dans un contexte de sortie de crise. La culture est l'une des principales ressources sur lesquelles puisse s'appuyer le développement. Le ministre malien de la Culture a fait état de sa satisfaction quant à la reconnaissance internationale du rôle du secteur pour le développement durable. C'est la manifestation d'un engagement résolu à placer la culture au cœur des politiques et stratégies de développement à l'ultime étape de l'agenda post-2015. Notre pays se réjouit d'apporter sa modeste contribution à ce processus, en abritant une des 5 consultations nationales lancées par le secrétariat post-2015 sur le thème de la culture et du développement durable. Au cours de la journée, les participants ont planché sur les thèmes culture, environnement et changement climatique, réduction de la pauvreté, inclusion et réconciliation nationale. Ce processus de consultation nationale est mené dans le cadre de la réflexion sur la relation entre culture et développement durable et coordonné par l'UNESCO, le PNUD et le FINEAP en étroite collaboration avec le ministère malien de la Culture. La lutte contre le virus Ebola continue. Les mouvements des femmes de la Convergence pour le développement du Mali a organisé ce samedi des journées nationales sur la question. Objectif, informer et sensibiliser les populations sur la question. Djibrila Maïga, Sekou Doumbia pour le reportage. Tous pour un Mali sans Ebola. Quand la Convergence pour le développement du Mali s'implique, en vue de soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie, le mouvement des femmes de la CODEM a initié des journées nationales d'information et de sensibilisation des populations dans tout le pays. Un message fort, prévenir vaut mieux que guérir. Mon appel s'adresse particulièrement aux femmes qui constituent le pilier et la colonne vertébrale du foyer, car elles veillent collectivement et individuellement sur chaque membre de la famille à des degrés différents, pour une meilleure application des mesures préventives dans la lutte contre le virus Ebola. Une initiative saluée par le président du parti, qui a noté que de telles actions contribuent au bien-être des populations et aident les services socio-sanitaires du pays dans leur lutte contre la fièvre hémorragique. Une initiative que j'ai jugée salutaire parce que pour 2 raisons. Dans un premier temps, c'est une initiative qui soutient le gouvernement dans sa lutte de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola, mais également et surtout, je suis venu rappeler aux femmes de la CODEM, aux jeunes de la CODEM et à l'opinion nationale que le rôle d'un parti, ce n'est pas simplement les élections. Le rôle des partis, c'est aussi la sensibilisation et l'information de la population par rapport à des cas que nous voyons aujourd'hui. Husseini Amion Guindo a également ajouté que ces mesures d'hygiène ne luttent pas seulement contre Ebola, mais beaucoup d'autres maladies. Cette journée de lancement a été marquée par des causeries débats et des projections afin de mieux édifier les participants sur la maladie. Car chaque militant est l'ambassadeur de sa famille, selon les organisateurs. Lutte contre Ebola encore, l'Académie franco-américaine de Libreville au Gabon s'en mêle. La direction de cet établissement d'enseignement supérieur a organisé une conférence débat ce samedi à Libreville pour sensibiliser les étudiants et le personnel administratif sur le danger de la fièvre hémorragique. Ismaël Obianze et Thierry Mensa avec notre bureau sur place. Cet expert en épidémiologie du Centre international de recherche médicale de Franceville a fait le déplacement de l'Académie franco-américaine de management de Libreville pour entretenir les jeunes étudiants sur la transmission, les symptômes et le fonctionnement du virus Ebola. À l'heure où la science est en guerre contre l'épidémie, les sujets vulnérables ont besoin d'informations, mais au bout du combat, il y a surtout cet espoir qu'Ebola ne restera pas longtemps une fatalité.
Il va y avoir des essais vaccinaux et de vaccins qui se sont déjà avérés efficaces ailleurs et dont l'un des essais va être probablement réalisé au Gabon. Et nous espérons, dans un avenir extrêmement proche qui est de l'ordre de 3 à 6 mois, pouvoir donner des résultats extrêmement sûrs. Le Gabon est en état de veille face au mortel virus. La prévention vaut mieux que toute chose. Le défi majeur dans notre combat contre Ebola, c'est la gestion des sujets contacts. Donc des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été peut-être proches d'un sujet malade. Et comme le monde est devenu un village planétaire avec les voyages ici et là, donc quand un sujet contact est donc conscient de son état, que cette personne a peut-être touché ou bien été très proche d'un cas confirmé qui est peut-être décédé ou qui est positif, vous voyez. Donc cette personne-là doit elle-même d'abord se sentir concernée par son état. Les étudiants d'AFRAM en ont beaucoup appris. Nous avons surtout retenu qu'à l'heure actuelle, vu qu'il n'existe pas de vaccin effectif, il serait mieux de lutter contre cette maladie de façon préventive. Il fallait, n'est-ce pas, trouver certains moyens pour circonscrire cette épidémie d'Ebola à travers plusieurs moyens et qu'il n'existait pas, n'est-ce pas, on va dire de vaccins exacts, mais certains modes de prévention. Plus de 10 000 cas touchés à ce jour et plus de 5 000 décès. Ebola continue son activité à travers la planète. La sensibilisation doit se renforcer à tous les niveaux. Donc, il est très important de gérer cette situation à travers la sensibilisation, la communication. Cette conférence débat sur Ebola initiée par la direction générale d'AFRAM fera sans doute école au Gabon, pays encore à l'abri de la fièvre hémorragique. Reprenons donc le chemin du Burkina Faso où c'est toujours la confusion au sommet de l'État. Je vous le disais, l'opposition et la société civile veulent une transition démocratique et civile et appellent la population à une manifestation dimanche. Abdoulaye Bari, envoyé spécial. Blaise Compaoré a quitté le pouvoir et le pays qu'il a dirigé pendant 27 ans. Son cortège avait pris la direction du Ghana hier, juste après sa démission. Selon plusieurs sources, le désormais ancien président du Faso serait revenu à Ouagadougou ce samedi pour continuer le chemin de l'exil qui s'annonce incertain pour lui. Il est arrivé à Yamoussoukro, selon une source proche de la présidence ivoirienne jointe par Africa Télévision. Blaise Compaoré a quitté Ouagadougou en compagnie de son frère cadet François Compaoré et Sounkalo Ouattara, le président de l'Assemblée nationale. Après 24 heures de confusion et d'incertitude, le général Honoré Nabéré Traoré, chef d'état-major général de l'armée, a renoncé à diriger le pays au profit du lieutenant-colonel Isaac Zida, numéro 2 du régiment de la sécurité présidentielle. La confrontation tant redoutée entre les deux camps est évitée pour préserver l'unité de l'armée. La haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Si la société civile semble favorable au lieutenant-colonel Zida, l'opposition politique, elle ne veut pas se laisser voler la victoire par des militaires. Nous avons un principe qui est très clair, qui est que d'abord c'est une lutte, c'est une insurrection populaire faite par le peuple sous la direction des forces de progrès, dont les partis politiques d'opposition, la société civile. Dès lors que le président Blaise Compaoré a démissionné, toute transition qui doit être imaginée doit l'être par ceux qui ont dirigé la lutte. C'est eux qui doivent en définir les contours, et bien entendu de manière consensuelle avec l'ensemble des institutions du pays. La transition doit être dirigée par un civil. Il n'en est pas question qu'au Burkina Faso, un militaire qui n'a même pas fait cette insurrection, qui était plutôt du côté de ceux qui ont tiré à un moment donné, vienne nous dire qu'ils vont diriger. Non, je n'ose pas imaginer les militaires le croire qu'ils peuvent être à la tête de cette transition. Je n'ose pas imaginer qu'ils croient pouvoir récupérer notre lutte parce que le même peuple se dressera devant eux et je l'affirme avec force. La vie a repris son cours normal à Ouagadougou, mais une ère incertaine s'ouvre au Burkina Faso. Le pays enclavé et pauvre parmi les plus pauvres de la planète risque de se voir asphyxié par des sanctions de la communauté internationale.
Retour au Gabon avant de boucler ce journal pour parler de cette deuxième édition de la foire agricole de Libreville depuis 2 jours et ce jusqu'à demain. Dimanche, les intervenants du secteur agricole sont réunis au nord de la capitale gabonaise pour partager leur expérience. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre gabonais de l'Agriculture, Lik Odjoubi, propos recueillis par notre bureau à Libreville. L'agriculture du continent africain reste peu développée. L'essentiel de la production étant assurée par les petits paysans dans le cadre d'une agriculture familiale. La production agricole de notre continent résulte du travail de population rurale qui représente plus de 60% de la population. Même si dans ce domaine, le Gabon présente une situation inversée avec 70% de population urbaine. Il me semble utile au préalable de reconnaître l'importance de cette agriculture familiale qui nourrit l'ensemble de la population. L'Afrique compte aujourd'hui plus de 33 millions d'exploitations de moins de 2 hectares, qui représentent 80% de l'ensemble des exploitations. Le Gabon en compte environ 1 millier. C'est d'ailleurs pour marquer cette position que la FAO a déclaré 2014 année de l'agriculture familiale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite de programme. Tout à l'heure, votre bulletin en anglais, News of the Week à 20h30. La suite de votre série Mission Impossible, saison 5. Et à 21h30, Afrique Info, première partie. Je vous retrouve demain à partir de 19h pour le débat du dimanche. D'ici là, passez d'excellents moments à notre compagnie. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.